En France, chaque jour, 550 personnes en moyenne perdent leur emploi à cause d'une faillite. Donc le tribunal prononce la liquidation judiciaire de la SARL Lille. Et c'est souvent au tribunal de commerce que les patrons jouent leur dernière carte. Non, il y a des solutions. C'est pas évident. Vous n'êtes pas tout seul, on est là pour vous aider aussi. Hein. Liquidation, redressement, plan de cession, juge, avocat, administrateur judiciaire, commissaire-priseur. La croissance d'un pays, elle repose aussi sur la qualité de son entrepreneuriat. Tous se confrontent au quotidien à la vie et à la mort des entreprises. Et bonjour, c'est Nicolas de Immobilier Compagnie, je suis super content de te retrouver dans cette émission. Et dans cette émission, on reprend directement la suite de l'émission précédente. On est dans une quadrilogie, je te rappelle, sur les faillites. Et là, on arrive à la dernière pièce de la machine, la dernière pièce du puzzle. La pièce pas maîtresse du tout, puisque dans la dernière émission, je te rappelle que je t'ai donné une méga hyper information. J'ai attendu le dernier moment pour te la donner. Elle était vraiment hyper intéressante à mon sens. Je te demande vraiment d'y réfléchir. Je pense que tu as de quoi creuser et en tout cas de quoi trouver de nombreuses affaires immobilières. Et maintenant, si tu veux bien, on va partir quand même sur... on va dévier et finaliser, planter le clou avec finalement la dernière étape de tout ce système. Qu'est-ce qui arrive à toutes ces affaires qui se vendent en morceaux? Qu'est-ce qui arrive au matériel de Mario? Qu'est-ce qui arrive à tout ça? Donc on va le voir maintenant. Mais avant, et comme d'habitude, je t'invite à me laisser un commentaire et des étoiles là où tu écoutes cette émission, ou alors à prendre le téléphone d'un ami et à l'abonner sauvagement à l'émission. Tu verras, ça crée des liens, ça te permet de discuter. Ou alors, eh bien, tu vas sur mon site immobiliercompagnie.com dans l'onglet livres et tu télécharges les 100 premières pages de mon livre. Ou alors, tu peux recevoir mon livre dans ta boîte aux lettres, sur Amazon, sur la Fnac, tu tapes riche. Tu verras, c'est facile, je suis en première page. Tu ne peux pas te tromper. Enfin, tu peux, si tu veux, travailler avec moi. Il y a un programme, toujours sur immobiliercompagnie.com, dans l'onglet formation, ça s'appelle 1 million et je t'aide à avoir 1 million d'euros de patrimoine. C'est aussi simple que ça. Alors, je ne te donne pas 1 million, je ne te fais pas un virement d'1 million, c'est 1 million d'euros avec des crédits. Mais enfin, quand même, et aussi avec du travail. C'est pas comme au loto, tu grattes rien. Mais tu m'as compris, ok? Bon, voilà, je te laisse faire ton choix pour rejoindre l'aventure avec moi et sans plus de transition. Patrick, on y va direct. Attaquons la suite et les fins de cette magnifique quadrilogie. Nous nous rendons à 70 km de Nantes, dans ce garage qui vient d'être liquidé. 1, 2, 1, 2. Mesdames, messieurs, bonjour. Nous allons commencer la vente. Je vous en rappelle les conditions. La vente a lieu... Juliette Jourdan est commissaire-priseur. À la demande du tribunal de commerce, elle doit vendre tous ses équipements pour rembourser les dettes du garage. Dans vos camions pour éviter les vols. Le but de la journée, c'est donc de vendre aux enchères ce garage qui a fait l'objet donc d'une liquidation judiciaire. Et donc maintenant, on disperse les actifs de façon à récupérer un maximum de trésorerie en fait pour le dossier, pour pouvoir après payer les créanciers. Donc là, je suis remontée comme une pendule et l'idée, c'est vraiment de me battre sur chacun des prix. Les gens sont là pour faire des affaires et moi, je suis là pour de récupérer un maximum de sous pour le dossier. Et vous êtes la seule femme avec moi? Il doit y en avoir quelques-unes, mais on n'est pas nombreuses, oui. Mais je suis assez habituée, je m'en rends même plus compte. Une centaine de garagistes, d'artisans et d'agriculteurs ont fait le déplacement. Il y a aussi des bricoleurs du dimanche. Bref, une faune et une flore qui se mélangent, tout ça pour faire du business. Donc c'est de l'humour, ne prends rien mal de ce que je viens de dire. Non, l'idée c'est que tu entendes que bien évidemment, on est face à une vente aux enchères, que donc la chronologie, comme je te dis, on arrive à la fin. Je te rappelle que dans l'épisode précédent, Mario a tout perdu. Mario avait 63 000 euros de matériel, que ce soit compte grue, tractopelle, camion, il y a un hangar plein de matériel de maçon. Et si là, dans cette émission, on est dans un garage et où on a une commissaire-priseur, Juliette Jourdan, qui désosse complètement le garage et vend par petits bouts les mallettes d'outillage, les ponts de levage de voitures et même les voitures, enfin bref, tout ce qu'il y a dans le garage, eh bien Juliette Jourdan aurait pu aller dans l'entrepôt de Mario et vendre les 63 000 euros de matériel, car je te rappelle que si l'entreprise de Mario ferme, eh bien tout simplement, Mario doit de l'argent à la banque, mais aussi à des fournisseurs. Et donc Juliette a en charge de récupérer le plus d'argent avec ce qui reste.
et de rembourser par ordre chronologique. Enfin, c'est pas chronologique le bon terme, par ordre d'importance, par ordre de rang. D'ailleurs, ça s'appelle des rangs, si tu veux le terme juridique. Donc, à premier rang, l'État. À deuxième rang, la copropriété. À troisième rang, l'URSSAF. Alors, je ne sais jamais si c'est l'URSSAF avant la copro ou la copro, mais je crois que c'est le deuxième rang, c'est la copro. J'en suis quasiment certain. Bref, elle rembourse par ordre de rang. Et bien évidemment, tu l'as compris, en dernier rang, ceux pour qui il n'y a pas, ceux qui n'ont pas de considération dans la hiérarchie des rangs. Alors, je ne vais pas t'expliquer tout le processus, parce que sinon, cette émission va complètement d'abord digresser, ne va pas aller dans le bon sens, mais surtout, je vais me concentrer maintenant sur cette dernière partie, la fameuse partie des commissaires-priseurs, des ventes aux enchères, ce milieu-là qui est quand même relativement spécial. Pour ton information, j'ai fait plusieurs types de ventes aux enchères dans ma vie, et j'insiste bien sur le terme plusieurs types. Donc, je veux que tu saches que j'ai un petit peu d'expérience dans la vente aux enchères des voitures. En tout et pour tout, j'ai acheté dans ma petite expérience 2 véhicules aux enchères de voitures. J'ai acheté pas mal de choses aux enchères classiques. Donc là, je parle bien évidemment de mobilier. En fait, donc tout ce qui va être vente aux enchères, hôtel des ventes dans les villes, etc. Donc c'est là où se vendent les œuvres d'art, etc. Mais même les mobiliers signés, etc. Donc j'ai acheté ce genre de choses. J'ai aussi de l'expérience en tant que vendeur sur cette partie-là. Et j'ai de l'expérience aussi, bien évidemment, tu l'auras compris, au tribunal pour tout ce qui est vente immobilière. Voilà, les enchères de vente immobilière. Ok, donc ici, on va rentrer dans le vif du sujet et tu vas découvrir avec moi le monde merveilleux, la dernière phase, n'est-ce pas, de les faillites, et un endroit, là encore, où, à mon sens, il y a de l'argent à gagner. Tous ceux, s'il vous plaît, messieurs, la vente est commencée. On commence par le lot numéro 1. Lot de 4 pistolets pneumatiques, dont 2 Anex Iwata. Nous recommençons à 50. Son objectif, récolter au minimum 35 000 €. Elle s'y est engagée auprès du tribunal. Pas question pour elle de brader. Tout le monde a bien parlé. 80. 65. Non. Toujours pas. Même joueur joue encore. À 80. 75. 80. Et on y va. 79. Non. Allez, vous y êtes presque. Cherchez dans le fond de votre poche à 80. Ça doit être possible. 70. Non, là, vous êtes redescendu. 80 ou pas? Adieu 80. Vous avez un bon rythme. J'ai un bon rythme, mais oui, il faut le soutenir parce que sinon les gens s'endorment, ils commencent à parler avec leurs voisins, donc il faut qu'ils restent concentrés dans la vente, dans le rythme de la vente. Sinon, on perd les gens en fait. 140, mettez-vous 150. 150, mettez-vous 160. 160, mettez-vous 10. 170, mettez-vous 180. Une fois, deux fois, trois fois. Adieu 170. Dans les ventes judiciaires, les gagnants sont les acheteurs. Donc je t'ai laissé ce passage que j'ai quand même recoupé, remanié, histoire que tu vois pas tout. On repart depuis le début. Première information hyper intéressante, tu l'auras compris. Maître Jourdan s'engage auprès du tribunal de commerce sur un montant qu'elle va récupérer, qu'elle va tenter de récupérer. Donc il y a une évaluation qui est faite de ce qui se trouve dans la boutique, le commerce, l'activité qui est en liquidation. Et on essaye, bien évidemment, ce qu'ont font les liquidateurs, ils essaient de rembourser les créanciers avec ce qu'il y a. Donc ça veut dire que c'est en gros l'important dans l'information que je suis en train de te délivrer, c'est que tu comprennes qu'on ne peut pas faire tout et n'importe quoi. On ne peut pas arriver et dire tiens, je vais acheter ce camion à 1 € parce que finalement il est en faillite et je suis une hyène qui se nourrit de la carcasse de ceux qui sont en train de mourir. Non, tu ne peux pas faire ça. C'est pas vrai. Ça ne marche pas comme ça. Comme tu peux voir, il y a quand même une espèce de cadre qui permet que on ne vende pas tout à n'importe quel prix. Bien que, tu vas le voir dans un instant, il y a effectivement de très très bonnes affaires à faire. Et comme la voix off le dit à la fin, dans ce type de processus, ce sont les acheteurs qui sont les grands gagnants. Point hyper important, et je voulais que ce passage soit là pour que tu l'entendes, il y a un rythme. La vente, c'est un rythme, il y a un rythme à tenir et elle s'entiche à tenir ce rythme pour assurer ses ventes. Parce que comme elle le dit, sinon ça part un peu en cacahuète. Et puis si les gens sont dissipés, ils ne sont pas concentrés sur la vente et du coup, elle ne vend pas. Et tu vas le voir, elle a un pourcentage de l'argent récolté. Donc son but, c'est d'arriver à tout vendre parce que du coup, sa mission, elle devient intéressante dans ce rayon d'action. J'ai aussi
une précision très importante à te donner, les ventes aux enchères de biens immobiliers sont quand même c'est quand même différent de ce que tu vois là. D'abord, il y a des avocats, il n'y a pas ce même rythme. Là, ça fait plus marché un petit peu, tu vois, marché. J'avais envie de dire poissonnière. Madame Jourdan, Maître Jourdan, ne le prenez pas mal, hein, c'est pas dirigé contre vous, mais ça parle fort. On est dans un domaine masculin. Elle est là, elle a un rythme, donc c'est quand même un cadre spécifique, singulier, qui n'est pas le même dans la vente de biens immobiliers. Je tiens à te le préciser. La vente de biens immobiliers, elle est déjà encadrée par des avocats et c'est des avocats qui parlent au travers des communications, pas invisibles, mais induites entre les personnes qui y participent. C'est quand même assez différent. Voilà. De façon très claire, hein, je te le dis dès le départ de l'émission, je ne vais pas te faire durer le suspense. Il y a un business de fou qu'il va y avoir à faire sur ce marché-là. Si tu as un peu de trésor et que tu es chaud, vas-y. Mais attends, on n'est qu'au début de l'émission. Je pense que ça va être intéressant. Cette femme dirige une société de BTP. Elle vient d'acheter un pont élévateur pour réparer ses camions. Ah oui, le neuf, il fait 12 000 euros. Et là, je l'ai eu à 2 200 euros. Donc c'est quand même très intéressant. C'est pas bizarre de venir justement dans le cadre d'une faillite Si, ça fait bizarre, ça fait mal au cœur. Ça fait mal au cœur pour les gens à qui ça arrive. Demain, nous, on a une entreprise et demain, ça peut très bien nous arriver. Donc c'est vrai que c'est quelque chose de très... On y pense. Moi, j'y ai pensé tout au long de la vente. J'ai pensé à ça. Au bout de 4 heures, chacun repart avec ses encombrantes acquisitions. Petite piqûre de rappel, oui, et je tiens à te le préciser. Bien évidemment, dans cette quadrilogie, je t'incite à gagner de l'argent. Je te montre comment gagner beaucoup d'argent. Mais si tu cherches à gagner beaucoup d'argent, tu prends le risque d'en perdre. Et elle a tristement raison. Et j'aimerais pour une fois te donner un exercice à faire. Je le fais rarement dans ces émissions. Et j'aimerais vraiment, fais-moi plaisir. Moi, j'ai participé à de nombreuses ventes aux enchères. Je t'assure, j'ai participé et je participe. Je veux que tu l'entendes. J'ai participé et je participe à de nombreuses ventes aux enchères et j'aimerais que tu y ailles. Essaye de faire l'effort de, pour une fois, ne pas être en passivité totale en écoutant ces émissions et en te racontant tes petites histoires dans ta tête. Prends tes petites jambes et va dans une vente aux enchères. Va voir comment ça se passe et prends bien la mesure de la réalité telle qu'elle est, et c'est ça que je vais te souligner maintenant. Cette réalité, c'est que ça peut très bien t'arriver à toi. Tu pourras à tout moment te retrouver à la place de ces personnes que tu vas aller regarder en espérant faire une affaire. Alors va dans n'importe quelle vente aux enchères. Tu as des ventes aux enchères publiques concernant les véhicules, tu as des ventes aux enchères comme ça qui peuvent se passer parfois dans certains garages. Fais tout le travail. Je ne vais pas te donner la manière de procéder pour trouver ces ventes parce que ça serait trop facile et tu remarqueras que j'ai soigneusement, je t'ai donné les mécanismes qui partent de la chambre de commerce, je t'ai donné des pistes, mais il existe des mécanismes pour accéder à ces ventes aux enchères que je ne te partagerai pas de façon volontaire. Je veux que tu saches que je fais aussi ça dans mes formations. Il y a des informations dont pas que je te les cache en fait, mais dont je te donne la nature profonde, dont je vais tout expliquer autour, mais où je ne vais pas te donner la manière d'y accéder. Pourquoi ? Parce que j'estime que le dernier pas qui manque, c'est à toi de le faire. Et que si c'est moi qui te donne la réponse, tu n'apprendras rien par toi-même. Et à un moment donné, il y a une partie du job que tu dois faire toi aussi. Et il existe des méthodologies pour avoir accès à de nombreuses ventes de façon régulière. Je ne te dis pas comment, tu te débrouilles, ce n'est pas mon problème, c'est le tien. Mais ton problème maintenant, ton exercice à faire, tes devoirs, comme quand tu étais à l'école, c'est d'aller s'il te plaît dans une de ces ventes aux enchères. Fais-le s'il te plaît. Fais-le et pense comme pense cette femme. Dis-toi que ce que tu vois là, ça pourrait t'arriver à toi. Et que tu sois entrepreneur ou que tu ne le sois pas, ce n'est pas grave en fait. Ce qui est important, c'est juste que 1, tu vois comment ça se passe. 2, que tu vois si tu te sentirais capable d'acheter quelque chose, ça serait intéressant pour toi. Et 3, que tu te rappelles qu'à tout moment, ça peut t'arriver même quand tu es au sommet. Patrick, envoie la suite. Pour la commissaire-priseur, c'est l'heure des comptes. Vous regardez quoi ? Je regarde le montant total. Je pensais qu'on était à 50 000, on est à 55 000. Voilà. Par rapport à l'estimation. C'est bien. Ouais, je suis contente. La jeune femme touchera 5% des sommes récoltées, soit 2 750 € pour cette vente. La somme restante sera versée au créancier du garagiste. Intéressant ce mécanisme. Hein, et
il y a juste un petit élément que je veux rajouter maintenant, parce que là, on est passé directement à la vente aux enchères. Je veux juste rajouter un élément hyper important, c'est qu'il y a moyen, mais alors encore une fois, je ne suis pas là pour te donner des méthodologies de travail à ce niveau-là, parce que c'est vraiment de l'intelligence sociale, de la relation humaine. Il y a moyen pour toute personne d'arriver à rentrer en contact avec ce qu'on appelle des liquidateurs judiciaires qui sont en amont de cette procédure qui est la vente aux enchères, d'avoir l'information sur ce qu'il va y avoir à la vente ou ce qui va être à la vente et de finalement stopper la procédure avant finalement la vente que tu viens de voir plus ou moins, d'entendre, pardon. Et donc, pourquoi je te parle de ça ? Parce que, effectivement, ça encore, c'est aussi un énorme système pour récupérer ou obtenir des affaires, dans la mesure où, comme tu le comprends, les créanciers sont payés, tout le monde est content dans cette histoire. Tu vas, entre guillemets, faciliter une partie du travail de ce système-là, de ces personnes-là. Attention, hein, ce que je suis en train de te dire là n'est pas quelque chose de très simple en soi à mettre en place. Et c'est au-delà du fait que ce ne soit pas non plus très simple à mettre en place, je ne veux pas que tu crois que que c'est quelque chose de courant. C'est-à-dire que, et ce n'est pas le bon mot courant parce que ça sous-entendrait j'ai l'air de sous-entendre que des personnes n'ont pas accès en permanence à ces affaires-là. Ce n'est pas exactement ça le terme. Disons que tu peux réussir à avoir accès par le vecteur de liquidateur en amont à certaines affaires et même si tu y arrives, ne pas y avoir accès d'autres fois en fait. C'est très aléatoire tout ça. Alors ça peut devenir régulier aussi, j'en ai quand même conscience. Je ne veux pas que tu crois que ce que je suis en train de te dire ce sont des règles. C'est un marché assez spécial dans lequel ça peut valoir le coup de rentrer, mais dans lequel beaucoup d'éléments en jeu sont relativement importants, comme ta réputation, ta capacité à payer quand tu t'engages à payer, ta capacité à être présent, parce que c'est un marché qui peut être très régulièrement approvisionné. Et si tu es, j'ai envie de dire, quelqu'un de peu fiable, mais tu ne feras pas long feu sur ce marché-là. Donc, il faut bien mesurer vraiment tous les enjeux qui se trouvent sur tout ce que je suis en train de te présenter ici et être en capacité de se dire « j'ai les moyens de le faire » ou « je n'ai pas les moyens ». Et je pense, pour le coup, c'est un conseil que je te donne, que tu as tout intérêt à être transparent très rapidement parce que personne n'a de temps à perdre dans ce genre d'affaires. Surtout que lorsqu'une entreprise périclite, selon la violence de la faillite, je peux t'assurer qu'on est parfois beaucoup plus pressé dans certains cas que dans d'autres. Tu as compris en gros l'idée. Bref, je voulais que tu comprennes bien tous ces mécanismes, que tu les aies bien en tête parce que, encore une fois, je n'arrêterai pas de te le répéter maintenant dans ce dernier épisode, à toi de te positionner là où tu te sentiras le plus à l'aise. Il y a des personnes qui vont être beaucoup plus à l'aise en amont, d'autres qui vont être beaucoup plus à l'aise en aval, d'autres qui n'ont pas les moyens d'être en amont, d'autres qui n'ont pas les moyens d'être en aval, d'autres qui n'ont pas les moyens du tout d'aller sur ce marché-là. Tout est OK. Simplement, voilà, sache que ce qui nous est arrivé, le confinement, toutes ces mesures, l'absence de faillite durant l'année 2020 va générer à un moment donné, quand tout ça va se lever, quand le gouvernement va arrêter de donner le biberon à toutes ces sociétés, va générer une vague de faillite et donc une vague d'opportunités. Je n'aurai jamais cessé de le répéter, mais au moins, quand tu auras saisi les opportunités ou quand tu seras passé à côté, tu ne pourras pas me reprocher de t'avoir prévenu. À Nantes, 2 commissaires-priseurs sont mandatés par le tribunal de commerce. En période de crise, les faillites n'épargnent aucun secteur économique. On a de l'outillage, on a des parties de plastique automobile, on a un masque de soudeur, quelques chaises, micro-ondes, un copieur, voilà. Là, on a un petit peu de matériel électroportatif Makita, il y a un nettoyeur haute pression, voilà, des scooters. Là, on a du matériel d'un caviste, donc vous voyez, on a de la déco. Là, il y a même, vous voyez, même de la terrine. De magret de canard au sauterne. Alors ça, évidemment, il faut faire très très attention après aux dates de péremption. Avec le recul et l'expérience, Juliette Jourdan a aujourd'hui un point de vue très acéré sur la vie des entreprises. Tous les secteurs économiques sont touchés par les crises. Là, Maître Jourdan te montre un ensemble de biens qu'elle a à la vente qui atteste effectivement que personne n'est à l'abri en fait et qu'il n'y a pas un type de structure qui ne prend pas le risque de faire faillite, peu importe sa taille. Rappelle-toi Kodak. Et il n'y a pas que Kodak d'ailleurs, il n'y a aucune
toute façon, écoute, de toute façon, c'est vachement simple. Rien n'est jamais sûr dans cette vie à part la mort et les taxes. Voilà. Donc, à part ça, tout le reste, tu ne peux avoir aucune certitude. Et donc, ce qui est hyper important, et je pense que je veux que tu le gardes en tête vraiment et définitivement, c'est que ton travail, c'est de gérer correctement tes finances, de pouvoir en parler, d'être en capacité à s'adapter à toutes les situations. Rappelle-toi, j'arrêterai jamais assez de le dire. L'immobilier n'est pas une fin, c'est un moyen. Et c'est précisément ce moyen-là. L'immobilier doit être le moyen qui te permet de faire tampon, d'absorber, d'arriver à. Et voilà, c'est tout. J'ai rien d'autre à ajouter. Donc, comprends maintenant que, à mon sens, et ça c'est vraiment ce que je te dis là, c'est très personnel. 100% des entrepreneurs qui font faillite ne faisaient pas de locatif ou ne faisaient pas d'investissement en parallèle de leurs revenus entrepreneuriaux. Tu n'es pas obligé de faire de l'investissement locatif pour avoir une bonne gestion. Tu pourrais aussi tout simplement placer ton argent en bourse. Mais ce dont je suis certain, c'est que 100% des entrepreneurs qui font faillite n'avaient pas investi. Je vais le répéter une troisième fois tellement c'est important. 100% des entrepreneurs qui font faillite n'ont pas fait d'investissement qui dégage de la marge tous les mois en parallèle de leurs revenus. Donc à partir de cette quadrilogie, si tu m'écoutes, si tu me suis, si tu respectes mon travail, peu importe que tu sois un de mes élèves ou non, eh bien je veux que tu commences à investir. Sinon, je vais me mettre très en colère. Je crois que tout chef d'entreprise qui met de l'argent sur la table, ses économies, son énergie, qui se paye pas pendant des mois, il a envie que ça marche. Il fait pas ça pour planter le système. Il fait ça parce qu'il y a cru. Et je trouve qu'en France, on est très très en retard sur justement la liquidation. On est encore tout à fait dans le drame. On est très marqué au fer rouge auprès des banques. Si on continue à dramatiser justement l'échec, il y aura plus personne qui voudra. Et c'est aussi la croissance d'un pays, elle repose aussi sur la qualité de son entrepreneuriat. Ah, je l'aime bien, Juliette Jourdan, je l'aime bien. J'aime bien ce qu'elle dit, c'est bien, ça sonne bien. Elle est photogénique, tout quoi, tu vois, c'est cool. Non, bon, sérieusement, faut un peu d'humour quand même dans tout ça. Alors là, je vais t'apporter des témoignages dont je ne devrais pas te parler. C'est ce que je vais te dire, j'en ai conscience que je ne devrais pas le dire, mais c'est pas grave. Je le fais pourquoi ? Je veux d'abord m'excuser, surtout si la personne se reconnaît. Je vais parler d'un client dont je ne devrais pas parler, mais je vais me permettre de le faire parce que c'est une réalité. Ce qu'elle vient de dire est la réalité et c'est effectivement, je suis complètement d'accord avec elle, c'est dramatique. Et ça, j'ai aucun conseil à te donner, je suis impuissant. C'est lié à notre système français, entre la mentalité et notre système en mode dinosaure qui n'avance pas et qui est tout mou du ventre. On ne peut rien y faire, donc je suis obligé de te le dire. Je vais aussi ouvrir une parenthèse par rapport à ma mère sur ce sujet-là. Donc elle dit, en France, il faut qu'on change nos mentalités. La liquidation reste un énorme échec et les entrepreneurs sont marqués au fer rouge. Ce sont ses propos. Et elle a raison. Récemment, j'ai un client qui s'est sorti de la galère, voilà, dans lequel j'ai modestement apporté ma pierre à l'édifice. Mais encore une fois, je tiens à préciser que tu sois client ou pas chez moi, je ne me considère pas comme étant la cause de la réussite ou de la sortie du tunnel des gens qui travaillent avec moi. Moi, je ne suis qu'un humble serviteur et qu'un humble assistant. J'amène mon assistance et ensuite, il ne faut pas oublier que ce sont quand même les personnes qui font le travail. Donc pour moi, même si je suis très content quand j'ai ce genre de compliments, la vérité, la réalité, c'est que c'est lui qui a tout fait le taf, quoi. Voilà, c'est ce que j'essaye de dire. Moi, je lui ai donné des outils et il les a utilisés. S'il ne les avait pas utilisés, il ne serait pas reconnaissant envers moi. Bref, cette personne s'est sortie de la galère. Donc, elle était dans une certaine galère. Elle en est sortie et elle a eu des liquidations dans sa vie. Et au moment qu'on passe la seconde, eh bien, il s'avère qu'elle ne pourra pas passer la seconde parce que les banquiers, je ne sais pas comment d'ailleurs, mais je pense qu'il y a un fichier, mais voient les erreurs du passé.
et le freine, l'empêche, c'est même pas le freiner en fait, l'empêche de passer à l'acte. Et on peut rien faire en fait, c'est triste, mais c'est comme ça. Et je trouve ça aberrant en fait, je trouve ça aberrant, comme si... c'est comme si moi, si j'avais eu 0 à l'école, et j'en ai eu des 0 à l'école, parce que je tiens à le dire publiquement, mes profs ont voulu me faire tripler ma seconde, comme si tripler une classe allait me permettre de réussir quoi que ce soit dans la vie. Enfin bref, j'ai eu des 0 dans ma vie, comme si aujourd'hui les banquiers pouvaient voir que j'avais eu 0 en maths à l'école et qu'ils me disent je ne vous prête pas d'argent monsieur parce que en 1994, vous avez eu 0 à un devoir de maths quoi. Enfin, je veux dire, c'est d'un ridicule sans nom, sans aucun sens. Et je suis obligé de la rejoindre sur le fait qu'elle dise que c'est une totale aberration. Parce que comme elle le dit très bien à la fin, elle dit, la santé des la santé de l'entrepreneuriat d'un pays et la croissance du pays. Et c'est la réalité. Elle a raison. Elle a raison. Et s'il n'y a pas d'entrepreneur, il n'y a pas de croissance. Et s'il n'y a pas d'entrepreneur, il n'y a pas de riches. Et s'il n'y a pas de riches, il n'y a pas de travail. Tu peux ne pas aimer les riches, mais c'est une réalité. Je m'en fous si tu n'es pas d'accord avec ce que je suis en train de dire. Au demeurant, en quoi c'est une tare de faire faillite? Qui ne fait pas d'erreur dans sa vie? Je veux dire, on a des Jean-François qui peuvent se représenter malgré tout un tas de casseroles qu'ils traînent derrière leurs fesses, mais un entrepreneur qui se plante, lui, sa vie elle est finie quoi. Alors déjà que dans ce pays... si tu ne trouves pas un travail passé un âge, tu ne trouves plus de travail. Alors pour peu que tu aies été entrepreneur, moi par exemple, je sais que si demain, pour diverses raisons, je me retrouvais sur le marché du travail et que j'ai besoin d'un CDI, c'est que ce soit un besoin, que je n'ai pas le choix, que c'est ça qu'il me faut, mais je te le dis comme je le pensais, en France, je suis mort. Je n'ai pas de CV à remplir parce que moi, je peux te le témoigner. Quand je donne mon CV, personne ne m'embauche, personne ne veut de moi dans une boîte. C'est une réalité. Pourtant, je suis sûrement un très bon employé. J'en suis même certain de ça. Mais personne ne veut de moi. J'ai un profil atypique. Je ne rentre pas dans les cases. Je dis aux gens ce que je pense. Donc, les gens ne m'embauchent pas. Enfin, les employeurs ne m'embauchent pas. Bref, je suis inemployable. Et je l'ai toujours été. Et aujourd'hui, je l'assume, mais je ne l'ai pas toujours assumé. Et c'est catastrophique que parce que ce client, d'autres personnes, aient été en liquidation et aient fait faillite, ils ne puissent plus rien faire. Et alors, la parenthèse que je vais l'ouvrir. Aujourd'hui, avec le recul, je comprends ma mère en fait. Ma mère qui s'est engagée dans une galère sans nom, qui lui a fallu plus de 10 ans pour s'en sortir. Et encore, elle a eu besoin elle a eu besoin, c'est pas le bon terme, mais il a fallu mon concours pour qu'on arrive à se sortir de cette impasse en fait. Mais en fait, elle avait raison quelque part. Parce qu'aujourd'hui, il n'y a pas longtemps, ça m'est arrivé cette histoire. Et c'est marrant, j'étais en train d'enregistrer ces émissions quand ça m'est arrivé. Et je me suis dit, putain, il faut que j'en parle dans l'émission. Je ne savais pas vraiment à quel moment j'en allais en parler. Ben là, j'ai l'occasion. Et je suis content de vous en parler, de t'en parler. Parce que vraiment, ça me révolte en fait. Ça me révolte, voilà. J'en suis révolté. Je n'ai aucune proposition à faire. Je n'ai aucune solution à donner face à cette injustice. Je ne peux que t'inviter, alors déjà à être précautionneux. Je ne peux que t'encourager à entreprendre et je ne peux que te dire cette chose-là très simple. Voilà, c'est pas grave, tu as le droit de te planter. Même si tu es dans un pays de personnes, et je ne sais pas comment dire en plus, qui ont des a priori et qui rendent la chose compliquée alors qu'elle est très simple, ben voilà, va au bout du truc, ne lâche pas espoir, c'est pas grave. Je n'ai pas trouvé de solution à mon client. Je n'ai pas de solution à proposer à toutes les personnes qui sont dans cette situation. Mais j'ai une chose à dire, c'est que l'entrepreneuriat reste la seule issue de vie pour espérer bien gagner sa vie, surtout quand comme moi, tu n'avais pas d'espérance de bien gagner ta vie. Et 2, c'est la seule issue aussi pour réaliser ses rêves. Donc, au demeurant, même si le risque encouru est grand, même si dans ce pays, on est arriéré, buté, bloqué sur certaines situations qui ne méritent pas qu'on le soit, le jeu en vaut la chandelle et vas-y quand même. Franchement, aujourd'hui, tu as tous les outils, tu as des mecs comme moi qui produisent du contenu. J'ai même envie de te dire que ce passage, il est d'utilité publique. Tu devrais le partager au plus grand nombre. Tout le monde devrait entendre ce que j'ai à dire à ce sujet-là. Et c'est même pas moi qui le dis, c'est ce que dit Juliette Jourdan. Et c'est tout à fait vrai. Mais malgré tout, il faut entreprendre. Et aujourd'hui, honnêtement, tu peux entreprendre dans tous les pays du monde. Internet nous ouvre la porte
des autres pays pour entreprendre. Si tu as peur d'entreprendre en France, je te comprends, je le comprends, je te comprends, mais entreprends. Voilà, entreprends ailleurs si tu n'es pas rassuré avec le système français tel qu'il est. Voilà, le système français, il a aujourd'hui, à mon sens, 2 très gros poids qui sont étouffants pour les entrepreneurs, qui sont, comme tu l'as vu dans le premier, et je rejoins Mario, qui sont les charges, qui sont des charges fixes qu'on nous colle sur la tête, qu'on doit payer et qui nous parfois assassinent parce que malheureusement les revenus sont irréguliers et que dans le cadre de revenus irréguliers, c'est parfois compliqué de faire face à ces charges-là. Donc il y a ce premier point négatif. Et ce deuxième point négatif qu'on est en train de voir maintenant qui est, oui, si tu fais faillite, si tu es en liquidation, tu es marqué au fer rouge et ça devient une tare que tu te traînes alors que, comme dans d'autres pays, ça devait c'est déjà très dur à supporter. Et on l'a vu dans l'épisode précédent avec Mario qui le vit très très mal. C'est déjà très dur à supporter pour le porteur de projet. Il n'y a pas besoin d'en rajouter une couche avec cette espèce de truc de dire « Ah, lui, il faut que toute sa vie s'en rappelle. » C'est bon quoi. Voilà, bon, je vais en rester là parce que ça me touche un peu aux tripes et on a d'autres choses à voir. Donc, on avance, mais gardez en tête que entreprendre, ça reste, à mon sens, la meilleure des voies pour atteindre l'objectif, peu importe lequel que tu t'es fixé. Mais en période de crise, tout peut basculer très vite pour une entreprise. À Nantes, Mohamed Bakhti dirige les tôleries Nantes Atlantique. Il y a un an, il employait plus de 200 personnes et réalisait plus de 20 millions d'euros de chiffre d'affaires. Mais en quelques mois, dans un secteur touché par la crise, le dirigeant perd plusieurs gros marchés. On s'est retrouvé dans une situation où les carnets de commandes étaient moindres, les prix continuaient à baisser. On ressent un sentiment d'échec, on sent se dire est-ce que j'ai pris les bonnes décisions, est-ce que j'ai commercialement, est-ce que j'ai été bon, est-ce que j'ai assez investi, est-ce que les personnes, je les ai assez motivées, enfin on se pose toutes ces questions. C'est le directeur financier, Frédéric Fricot, qui tire la sonnette d'alarme. Ça faisait quelques mois qu'on avait des difficultés financières, donc on commençait à s'enfoncer. Ouais. Et le seul moyen d'arrêter l'hémorragie, c'est d'aller au tribunal de commerce. Et M. Bakhti l'a pris comment? M. Bakhti l'a pris comment? Ça a été compliqué, évidemment. Imaginez pour quelqu'un qui a créé l'entreprise, de devoir l'emmener en procédure collective, j'imagine que ça doit être compliqué. Ça s'est vu un petit peu, quand même. Il a cru me perdre au passage. Nous y voilà. 4 épisodes, non pas pour t'amener à ce point-là, mais pour que moi, je puisse te dire ce que je m'apprête à te dire. Avant, on va faire un petit jeu. J'aimerais que pendant quelques secondes, tu essayes, là, pendant que je parle, de t'imaginer un peu ce que je m'apprête à te dire, de te mettre dans la peau de l'analyse et d'essayer de comprendre quel est le problème qui a frappé cette entreprise. On est en 2016, on n'est pas en 2021. On n'est pas dans une situation où il y a eu un Covid. Non, on est en 2016. Et pourtant, en 2016, cette émission faisait un voyage dans le futur et nous proposait finalement ni plus ni moins quelque chose que nous allions vivre aujourd'hui. Et qu'est-ce que nous avons vécu aujourd'hui? Eh bien, des sociétés qui du jour au lendemain passent de millions d'euros de chiffre d'affaires à zéro. Et de quoi je parle? Je parle par exemple des restaurants. Tu crois qu'il n'y a pas de groupe de restauration aujourd'hui qui n'ont pas vécu ce qu'a vécu cet industriel dans l'atoll? Eh bien si, en fait. Et est-ce que tu penses réellement que ce mot, la crise, est réellement la cause de ce qui se passe? Moi, j'aimerais déjà t'alerter sur un point. La crise, c'est un mot galvaudé que tout le monde utilise à tort et à travers de façon, à mon avis, très mauvaise, qui est une méthodologie finalement collective que nous employons tous pour nous dédouaner, pour nous trouver une excuse à un comportement qui n'est, à mon avis, pas du tout cohérent avec une entreprise. Moi, je vais te dire ce que je pense. Et ce que je pense est assez violent. Je pense que le devoir de chaque chef d'entreprise, de chaque porteur de projet, ton devoir, si tu veux te mettre à ton compte, et même si tu es investisseur immobilier, même si tu es investisseur immobilier, je veux que ce que je m'apprête à te dire là, tu en fasses un mantra, que tu le graves dans ta chair. Je veux que tu te rappelles que dans la vie, rien n'est éternel. Tu peux faire 100 millions, 2 milliards d'euros de revenus par an et une année sur l'autre, tu peux
tout perdre. Tu peux avoir un associé avec qui tu t'entends super bien, avec qui tout va bien. Lui et sa femme sont dans un avion, ils meurent tous. Tu te retrouves tout seul avec les petits-enfants que tu ne peux pas blairer et ça se passe du jour au lendemain super mal. Il n'y a aucune situation dans ce bas monde qui est non seulement éternelle, mais qui est aussi stable que ce qu'elle ne paraît. Donc, ton seul vrai travail, c'est pas d'avoir un bon directeur financier comme celui-là qui vient tirer la sonnette d'alarme, même s'il a bien fait son travail. Non, ton seul vrai travail, c'est pas non plus de te poser les questions qu'il s'est posées, même si c'est légitime de te les poser. Non, ton seul vrai travail, c'est de faire en sorte que ce que tu construis puisse te permettre à tout moment de te retourner, de pouvoir toujours avoir dans ta manche, dans ton organisation, dans tes projections, soit une porte de sortie, soit une possibilité pour ne pas te retrouver acculé. Il y a des mots que je répète tout le temps. Si tu m'écoutes depuis longtemps, il y a vraiment des termes, des façons de parler, des choses que je répète. Et parmi toutes ces choses que je dis, c'est s'il n'y a plus de mouvement, tu meurs. Si tu ne te diversifies pas, tu meurs. Mais je te dis aussi de te spécialiser, ce qui peut paraître paradoxal. Mais en vérité, tu peux très bien être spécialisé dans un domaine et avoir de ce domaine d'activité plusieurs sources de revenus. Je fais un parallèle avec mon activité. Je suis le mec le plus immobilier de la Terre. J'ai de l'investissement locatif, des sociétés qui sont actives, des sociétés commerciales qui sont actives dans l'immobilier et je m'apprête, j'espère que je vais y arriver, j'en parle un peu pour me motiver aussi, mais je vais commencer à investir à l'étranger dans l'immobilier. Je n'ai rien d'autre. C'est pas la peine que tu me parles de crypto-monnaie. J'avais même une société de placement financier en bourse, donc une société tout à fait officielle pour mettre de l'argent sur des actions et des placements financiers. Et je l'ai clôturé pour encore plus me focaliser sur le domaine qu'est l'immobilier, mais aussi m'y diversifier, c'est-à-dire m'auto-proposer dans ce domaine différents pans d'activités qui m'amènent à une diversification dans la spécialisation. Et ce que j'essaye de te dire, c'est que le mec que tu viens de voir, il était exposé. J'appelle ça être exposé à un risque énorme, car sa seule activité, c'était tout ce qui était dans la tôlerie, dans la tôle, et que du coup, cette activité ayant périclité pour diverses raisons qui sont plus que prédictibles, même si on peut ne pas y croire, c'est prédictible, eh bien, il n'avait pas de corde à son arc, de parachute, appelle ça comme tu veux, il n'avait pas anticipé un retournement de marché qui l'a mis au pied du mur. Ce n'est pas la crise, ça n'est pas un défaut de gestion, ça n'est pas non plus un manque de visibilité, c'est juste un manque de stratégie. Et il y a énormément de gens qui ne sont pas stratégiques dans leurs activités. Je vais te donner un exemple, toujours parce que je veux faire un parallèle avec moi. Je veux que tu sois tout à fait lucide sur ma situation. J'ai tout à fait conscience qu'aujourd'hui, dans mes activités, je pourrais très bien, par exemple, me faire dévorer par un concurrent. C'est tout à fait possible. Je ne suis pas du tout à l'abri et j'en ai complètement conscience que mon marché se fasse attaquer par un système de type Uber. C'est pour ça d'ailleurs que j'ai attaqué mon marché sous cet angle-là, sous l'angle un petit peu Uber, avec une proposition de valeur qui soit proche de ce que pourrait proposer une application comme Uber si elle venait sur le marché de l'immobilier. Ce que j'essaye de te dire, c'est que, et même en anticipant tout ça, je peux me planter encore. Et là où je veux en venir, c'est que mon seul travail, c'est d'être stratégique et de faire en sorte que mon organisation, et là on parle bien d'organisation, elle me permette en cas de coup dur de me retourner, de ne pas rester tapis au sol, de toujours être opérationnel. Ce mot est très important pour moi. Parce qu'on est beaucoup à agir dans des objectifs. J'agis pour avoir toujours plus de chiffre d'affaires. J'agis pour avoir toujours plus de clients. J'agis pour être toujours plus visible. Mais personnellement, j'agis pour être opérationnel. Et opérationnel, pour moi, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en toutes circonstances, peu importe ce qu'il arrive, il n'y a rien qui m'arrêtera. Si tu adoptes cet état d'esprit, tu vas devenir inarrêtable. Ce mot n'est pas français, mais j'aime bien l'employer parce que c'est le seul objectif que tu dois convoiter en fait. Rester opérationnel en toutes circonstances. Il y a un mec qui attaque ton marché, il est en train de flinguer les prix. Très bien, je vais rentrer dans une guerre de prix avec lui parce que je suis opérationnel. Parce que mon opérationnel me permet stratégiquement de faire face.
Et si tu raisonnes comme ça, tu vas voir que le chiffre d'affaires, c'est important, les clients, c'est important, la visibilité, c'est important, tout ça, c'est très important. Mais l'opérationnel est très important parce qu'il te permet de ne pas te retrouver ni le genou à terre, ni à terre tout court. Et là, on est face à quelqu'un qui est à terre et qui va devoir se relever. La période qu'on va connaître va être une période où il va y avoir énormément de gens à terre. Ça veut dire qu'aussi, il va y avoir énormément d'opportunités parce que ne crois pas qu'un chiffre d'affaires disparaît, hein. L'argent, il change généralement juste demain. Ça veut dire que le marché est toujours là. C'est juste qu'il n'a pas anticipé quelque chose. Quoi ? Eh bien, par exemple, un Covid, c'était inanticipable. Maintenant, est-ce que le Covid a complètement arrêté la restauration ? Non. Les Uber circulent dans les rues. Est-ce que la crise dont il est question en 2016, où il n'y avait pas de crise, justifiait que cette entreprise ferme ? À mon avis, non. Par contre, était-il opérationnel ? Clairement, non. Avait-il une stratégie en cas de coup dur ? Non aussi. Est-il possible d'améliorer la situation ? Oui. Et c'est ce qu'il faut que tu t'emploies à faire au quotidien. Je n'ai pas, dans cette émission qui est assez longue, de conseils à te donner. Aujourd'hui, mon conseil, c'est bien évidemment de comprendre qu'il va y avoir un marché de la faillite énorme qui va se présenter et qu'il va y avoir des opportunités énormes avec ce marché. Prépare-toi à ça. Et ça, c'est déjà un conseil opérationnel. Maintenant, de la même façon, si tu montes un business que par exemple pour faire du rachat de faillite dans cette période, il faut bien que tu comprennes que le volume d'affaires que tu vas avoir, il va forcément se réduire parce que tu vas avoir affaire à un volume anormal dû à une situation anormale. Quand tout ça sera passé, si ton business il est basé que sur mon conseil, ton chiffre va baisser, ton activité va baisser et tu ne seras pas content parce que là encore, tu n'auras pas agi pour l'opérationnel. J'espère que mon message est passé et ce n'est pas terminé parce qu'il y a encore des choses à voir dans cette émission. Un petit peu longue certes, mais terriblement intéressante. Suivons maintenant la suite des aventures de ce monsieur. Mohamed Bakhti se résout à se rendre au tribunal de commerce en février 2016. Les juges lui accordent un redressement et ses dettes sont gelées. En contrepartie, le tribunal lui impose de retrouver de la rentabilité. Il lui faut licencier 33 des 230 salariés. 9 mois plus tard, l'épisode lui reste encore en travers de la gorge. Moi, j'ai toujours créé de l'emploi depuis 25 ans et c'était la première fois que j'allais licencier. Le licenciement économique, donc c'est quelque chose qu'aucun patron de PME ne supporte. Annoncer ça un lundi matin à un collaborateur pour lui dire qu'il va perdre son job, c'est pas facile. Aujourd'hui, des postes de travail sont vides. Les salariés qui restent sont inquiets. Voir des collègues partir et se dire et si c'est nous la prochaine fois, et s'il y a une prochaine fois, et nous en tant que salariés on n'est pas toujours informés de comment ça va se dérouler, jusqu'à quand ça va durer, est-ce que l'emploi va perdurer ou pas, donc non, là on n'est pas rassurés. Et puis voilà, c'est pas des périodes faciles à vivre dans une entreprise, quoi. Tout à l'heure, Juliette Jourdan nous a dit une phrase qui va résonner, je crois, jusqu'à la fin de cette émission. La santé de l'entrepreneuriat et la santé de son pays. Et donc, là, tu viens d'entendre un entrepreneur qui a le cœur déchiré parce qu'il a licencié une partie de ses salariés. Sauf que il faut bien comprendre que parfois, c'est en se coupant le doigt qu'on va sauver le corps tout entier, ou en se coupant la main, ou même en se coupant le bras. Et la question doit être posée à des moments de sa vie, est-ce que je ne devrais pas me couper le bras pour survivre ? Et personne n'a envie de se couper un bras. Hein. Si je te dis, bon allez viens, on va couper un de tes deux bras, spontanément tu vas pas me dire, ah ouais vas-y prends celui-là, c'est génial. Non, c'est pas vrai. En fait, c'est un moment difficile pour tout le monde. Et là, c'est marrant de voir qu'un chef d'entreprise qui raisonne en emploi créé, qui raisonne en vie d'entreprise, donc en vie humaine, eh bien lui, il est particulièrement touché parce qu'il doit licencier. Et bon, voilà, on ne va pas débattre, ça pourrait durer des heures. Ce que j'aimerais juste préciser, c'est qu'il y a effectivement un problème de dimension et de compréhension qui est récurrent dans le monde entier. On a d'un côté les employeurs et de l'autre les employés. Je pense que les employeurs ne réalisent pas assez qu'un licenciement ou qu'une vie humaine, quand on parle d'embauche ou de licenciement, dans les deux cas, on impacte toutes les personnes qui travaillent avec nous. C'est-à-dire que quand tu licencies quelqu'un, même si là il nous dit oui, je suis triste pour les gens que je vire, au-delà des gens qui ne font que virer et qui perdent leur emploi, il impacte aussi ses salariés quand, comme on l'a vu l'instant d'après, un de ses salariés qui dit moi je me retrouve inquiet parce que je vois qu'il y a des gens qui sont virés et ça pourrait bien m'arriver à moi. Et à l'inverse, on a le salarié du coup qui a l'air très centré sur lui-même, et ce n'est pas ce que je veux dire, mais qui d'une certaine façon semble très
atteint parce qu'il s'inquiète pour son salaire, et aussi pour la santé, et aussi pour le fait d'être licencié, alors que très concrètement, la réalité d'un salarié, elle est liée à la santé de son entreprise. Et si le salarié remplit, on va dire, la mission qui lui incombe, normalement l'entreprise va largement survivre. On revient maintenant au débat de fond de cette émission, parce que là je m'égare totalement sur des débats philosophiques. Et oui, de toute façon, ça sera toujours compliqué, pas entre les salariés et les entrepreneurs, mais toujours compliqué les différences de dimension. C'est-à-dire qu'on a une première dimension qui est je suis chef d'entreprise, je dois développer un groupe en utilisant des êtres humains. C'est ça la réalité, hein, c'est très vulgaire, mais c'est vrai. Et d'autre côté, on a une autre dimension qui est je suis un être humain qui a besoin d'un salaire et je veux qu'on m'utilise parce que moi j'ai besoin d'argent, quoi. Et du coup, ces deux dimensions, automatiquement, elles sont complexes à emboîter l'une dans l'autre parce que elles sont totalement ou diamétralement opposées, quoi. Totalement opposées, diamétralement opposées. Revenons au sujet de fond. Pour moi, ce que tu es en train d'écouter là, c'est l'avenir en fait. Ce quatrième et dernier épisode n'est ni plus ni moins, d'ailleurs c'est peut-être une trilogie d'ailleurs, bon bref, peu importe, n'est ni plus ni moins que l'avenir de ce qui va arriver à la France. Et cet avenir, il doit devenir pour toi une source de motivation et une source d'opportunité. Donc je te pose une question. Imaginons que autour de chez toi, il y a une entreprise avec des personnes qui travaillent et qu'il y a comme là 200 salariés. Et que suite à la crise du Covid, sur ces 200 salariés, il y ait 150 licenciements. Il n'y a plus que 50 salariés qui travaillent dans cette entreprise. Il y a 150 personnes qui se retrouvent sur le carreau autour de chez toi. J'ai une question pour toi. Quelle est l'opportunité qui se trouve dans cette situation ? Comment tu pourrais, toi, petite personne indépendante, par exemple face à une métallurgie comme on vient de voir ici, comment tu pourrais tirer parti de cette situation ? Je ne te donnerai pas de réponse parce qu'il y a plein de réponses possibles et je n'ai vraiment pas envie de t'aider sur ce coup-là. Mais je vais juste te dire un truc. Si tu trouves la réponse à la question que je suis en train de te poser là maintenant, eh bien, tu ne le sais pas, mais tu trouves la réponse à ta question dans l'avenir qui arrive. Et il y a énormément de possibilités, qu'elles soient humaines, financières ou même juste à proposer quelque chose à ces gens-là. Tu peux partir dans des axes du style, du coup, si c'est des chercheurs d'emploi, je peux peut-être les accompagner dans la recherche d'emploi. Ou tu peux partir dans un autre axe du style, du coup, comme ils ont une compétence, je peux peut-être relancer une nouvelle société avec comme base ces compétences. Ou tu peux repartir carrément sur un autre axe en te disant, ok, comme on a ce vivier de personnes qui n'ont pas actuellement d'utilité, je peux peut-être constituer une association qui va avoir comme but de blablabla. Bref, je vais arrêter là parce que, en tout cas, moi, les idées ne me manquent jamais. Et la vérité, c'est que ce n'est pas les idées que tu vas chercher. C'est juste à répondre à un besoin. Et des besoins, quand on se retrouve dans ces situations-là, on en a énormément. À commencer par le fait que tous ces gens vont avoir besoin d'argent. Donc, si tu trouves ne serait-ce qu'un moyen pour leur permettre, non pas d'avoir un salaire, je ne te dis pas créer une boîte pour les embaucher, mais juste, par exemple, de leur permettre d'arrondir leur fin de mois ou de leur permettre de gagner un peu d'argent en faisant quelque chose que tu leur fournirais, eh bien, tu répondrais à une problématique future qui va se présenter à toutes ces personnes. Donc, on va continuer dans le processus. Moi, je voulais juste t'alerter sur cette situation qui se présente, sur le fait qu'aujourd'hui, il va aussi y avoir des sociétés comme ça qui vont se mettre en redressement, qui vont obtenir des redressements judiciaires. Ça ne veut pas dire que c'est facile ni pour le chef d'entreprise, ni pour les salariés. Et ça veut dire aussi, et c'est encore une des possibilités, que tu peux axer ta stratégie en disant « je vais chercher ce type de société et je vais peut-être rentrer au capital pour les aider, pour leur faire prendre un virage. » Tu vas avoir l'opportunité de peut-être accéder à des boîtes comme celle-là parce que c'est la situation qui va te le permettre et à aucun autre moment dans l'histoire, ça va se représenter. Donc, il faut que tu en prennes conscience et que tu le rentres dans ta tête. Et tout ce schéma que je suis en train de te faire, tout ce tapage que je fais autour de cette situation qui arrive, il peut paraître exagéré, et je l'entendrai, mais je l'exagère aussi parce que je veux que tu sois capable d'en prendre part. Et
D'une certaine façon, on ne va pas se mentir, l'immobilier va être impacté. Il va y avoir des ventes de maisons parce qu'il y a des personnes qui ne pourront plus assumer leur crédit. Il va y avoir des opportunités immobilières, il va y avoir des ventes aux enchères. Il va y avoir tout un système qui va se mettre en marche autour de ce raz-de-marée de faillite qui va arriver. Et contrairement à ce que tu peux croire, il va y avoir énormément d'opportunités pour ceux qui auront de quoi se positionner. Et je ne parle pas d'argent. Je ne parle pas d'argent, mais bien de prise de position. Et cette émission, ces émissions sont là pour t'en faire prendre conscience. Allez Patrick, coupe-moi et balance la suite parce que je ne vais pas arrêter. L'homme qui a géré les licenciements, c'est lui, Bertrand Manière. Il est administrateur judiciaire. Le tribunal de commerce l'a nommé pour reprendre les rênes de l'entreprise avec le patron. On apporte beaucoup au chef d'entreprise, d'abord parce qu'il va pouvoir se consacrer à nouveau à son activité, à développer sa clientèle. Nous, on va se consacrer à tous ses problèmes, voilà. Ses problèmes sociaux, ses problèmes comptables, sa dette, gérer les huissiers, gérer ce genre de difficultés. La société est sous tutelle. Depuis 1 an, Mohamed Bakhti n'a plus le droit de signer un chèque sans l'autorisation de son administrateur judiciaire. Chaque mois, il doit lui rendre des comptes. Bonjour Monsieur Bakhti. Ça va? Bonjour Monsieur Bakhti. Très bien. Je vous en prie. Au niveau des salariés, du coup, vous sentez qu'ils sont remotivés après les plans sociaux ils sont repartis avec un bon état d'esprit. Ils sont toujours sur la même dynamique, ouais. Oui, ils ont le sentiment qu'on va s'en sortir et donc du coup... Ouais, on communique beaucoup. Hein. Parce que ça... L'administrateur surveille la gestion de l'entreprise. Il négocie aussi avec les banques, l'URSSAF et les fournisseurs pour étaler le remboursement des dettes. On est revenu à la rentabilité, on a une confiance de nos clients, des grands donneurs d'ordre, etc. On a fait un plan social, donc on a des coûts fixes qui ont diminué. Et comment on peut rembourser nos dettes, donc là en l'occurrence sur 9 ans. Et ça passe à tous les coups, le redressement devant les juges? Non, alors pas forcément, c'est une audience, c'est le tribunal qui tranche, il y a aussi l'avis du ministère public qui compte, l'avis du représentant des salariés, donc c'est jamais gagné d'avance. Voilà. Une audience est prévue 1 mois plus tard au tribunal de commerce. L'administrateur supervise plus de 60 sociétés en difficulté. Sa rémunération est fixée par la loi et il est payé par les entreprises. Ce jour-là, Maître Manière organise la vente d'un restaurant en faillite. Un plan de cession. L'objectif, c'est de trouver des bons repreneurs, et donc qu'en réalité ça dure, qu'ils reprennent l'exploitation, puis que ça dure 10 ans, 15 ans, 20 ans. Il n'y a rien de pire qu'un plan de cession qui retombe 2 ans plus tard. Ça veut dire que quelque part le repreneur qu'on a trouvé n'était pas bon. Alors, très important ce passage, il va falloir que tu sois très concentré. J'interviens maintenant parce qu'en fait, je voulais faire un long passage, mais il va être en 2 parties. Dans 1 seconde, tu vas voir le futur. Là, tu vas rentrer dans le futur, dans ce qui va se passer. Et tu vas vraiment bien comprendre ce que j'attends de toi. Mais avant, j'ai plein de choses à t'expliquer. D'abord, je vais commencer par te faire la différence entre un administrateur judiciaire, la personne que tu viens de voir, et un mandataire judiciaire. L'administrateur judiciaire, tu l'as compris, c'est la personne qui est désignée pour prendre un mandat dans la société et venir contribuer au redressement de l'entreprise. Il est payé, comme ça a été expliqué il y a 1 seconde, par la dite société et il est là pour faire en sorte que la société s'en sorte. C'est le cas de le dire. De l'autre côté, on a le mandataire judiciaire qui est lui aussi nommé par décision de jugement du commissaire, mais son intervention est différente puisque sa mission, c'est de défendre les intérêts des créanciers. Donc, c'est-à-dire que lui, il n'est pas du côté de... En gros, il y en a un, l'administrateur, qui va faire en sorte que l'entreprise s'en sorte et il va aller défendre auprès des différentes personnes la situation difficile de l'entreprise. Donc, il va aller voir la banque, comme on a entendu, pour essayer de renégocier un prêt ou de suspendre un prêt le temps d'eux. Et d'un autre côté, il va être capable d'aller voir les créanciers justement et d'essayer de négocier avec eux un étalement sur une dette ou des modalités de paiement pour permettre à la société de se remettre d'équerre quand c'est possible de le faire. Il faut savoir que tu te poses peut-être la question, tu te dis mais dans quelles circonstances vont être nommés des administrateurs judiciaires? Eh bien dans des circonstances où il y a un intérêt ou une possibilité à sauver une entreprise. D'accord ? Ça, c'est le premier point.
Le deuxième point, comme je t'ai dit, le mandataire judiciaire, il intervient vraiment par rapport à la partie des créances. Et donc, non seulement il essaye de faire en sorte que ceux à qui l'entreprise doit de l'argent soient payés, mais aussi il va par exemple assumer ou assurer le règlement des sommes dues aux salariés. Donc, c'est vraiment deux choses très différentes entre le mandataire et l'administrateur. Enfin, juste pour que tu comprennes bien, quand le tribunal décide de liquider une entreprise, et généralement, il va désigner le mandataire comme liquidateur. Et donc, un mandataire judiciaire, c'est un liquidateur. C'est la même et unique personne. Et donc, déjà, maintenant que je t'ai expliqué tout ça, au fur et à mesure de toutes ces émissions, tu auras vraiment bien compris le business des faillites. Maintenant, tu vas être très attentif. On va écouter un plaidoyer d'un restaurant qui fait faillite. Donc le futur, quoi, le turfu, comme disent les jeunes. Je suis jeune, moi encore. Et tu vas vraiment bien tout écouter. Après, je vais débriefer avec toi de ce qui se passe. C'est hyper intéressant. Et ensuite, j'aimerais que tu comprennes que toi, ton objectif, au final, c'est pas de rêver à te faire ami avec un administrateur judiciaire. Mais déjà, si tu arrives à t'entendre avec des mandataires judiciaires, tu auras de quoi faire beaucoup de business. Et surtout, je pense que tu l'auras compris, le mandataire intervenant à différents moments dans la fin de vie des entreprises, il peut être une relation ultra utile, surtout dans le cadre de situations difficiles comme celle-là. Donc, on a vu la partie métallurgique pour cette première partie. Et dans cette seconde et dernière partie, on va analyser un cas de restaurateur. Et je te demande vraiment d'être très attentif parce que c'est très important et on débriefe dans une seconde. Maître Manière a sélectionné 2 candidats à la reprise. Mais c'est au juge qu'appartient le choix final. Le premier candidat est un restaurateur nantais qui possède déjà 2 établissements dans le centre-ville. C'est un quartier que j'aime, c'est un quartier dans lequel je passe tous les jours, le matin, le midi et le soir. C'est un quartier dans lequel je connais les riverains, la clientèle, les confrères et les autres commerçants. Le concept qu'on propose, c'est clairement basé sur toute cette connaissance qu'on a depuis 5 ans. La restauration est moderne, on a proposé de la pizza, des burgers, des bagels, du brunch. C'est des choses que les jeunes aujourd'hui recherchent absolument. Et aussi un esprit de fête avec un quartier comme le quartier Fédo, c'est un quartier où on boit de la bière. Ouais, parfait, merci. Il s'engage à reprendre les 2 cuisiniers en CDI et à rembourser à la banque le prêt de 236 000 € sur 5 ans. On aura des bières locales. Le deuxième candidat, lui, veut transformer le restaurant en bar à bière. Il en possède déjà une 15aine dans toute la France. La parole est à son avocat. L'activité envisagée, comme je vous l'ai dit, c'est une activité de bar à bière, débit de boissons, donc il n'y a pas d'activité de restauration de réaliser à l'avenir dans cet établissement. C'est la raison pour laquelle il n'y aura pas de reprise du personnel avec cette offre. Il ne reprend pas les 2 cuisiniers, mais il a une autre carte en main. 40 000 € de plus que le premier acheteur et surtout, il paie immédiatement. Et vous avez en modalité de règlement de prix, bien tout simplement un paiement immédiat puisqu'il y a aujourd'hui 410 000 € de chèques de banque qui ont été remis à Maître Manière. Évidemment, pour les financiers, c'est pas pareil. Parce qu'il y en a un qui paye cash, l'autre qui... C'est ça la différence. Une dame s'invite dans les débats pour dire que cette proposition ne lui plaît pas. C'est la propriétaire des murs du restaurant. J'ai cru comprendre qu'il y aurait de l'animation, de la musique, des choses comme ça. Il faut savoir qu'on a eu déjà des gros soucis avec la copo au-dessus. Donc, je suis capable de vous fournir tout de suite, dans mon ordinateur, l'attestation de tous nos propriétaires qui certifient qu'on est des gens irréprochables. C'est vrai que l'activité est sensible et je comprends votre inquiétude. Je suis très inquiète. Ouais, je comprends. Je connais ce lieu depuis 1975. Ouais, tant qu'il y a l'activité. J'ai plus confiance dans l'autre concept parce que ces gens-là connaissent bien la restauration nantaise déjà. Donc, vous êtes parisien, vous, monsieur? Non, je suis. Vous êtes nantais, non? Non. Nantes, c'est Nantes. Hein. Bien, je vais donner la parole à monsieur le procureur sur l'acquisition. Le procureur a fait son enquête. Si le groupe de bar à bière gagne de l'argent, les résultats du restaurateur nantais
sont dans le rouge. Nous avons malheureusement vu, au cours des dernières années, trop d'entreprises augmenter la voilure alors que les résultats étaient déjà limites et s'effondrer ensuite. Je ne pense pas qu'il soit aujourd'hui raisonnable de faire droit à une offre dans un contexte aussi fragile. Le procureur penche pour le bar à bière. L'administrateur aussi. Eux, ils payent plus et ils payent cash. Donc pour les créanciers, c'est nettement meilleur. Non, tout n'est pas joué là. Non. On n'est pas obligé de suivre les réquisitions du procureur, hein. Forcément. Hein. Non. C'est pas une obligation. 2 semaines plus tard, verdict. C'est bien le bar à bière qui emportera l'affaire. Limite, ce passage, il mériterait une analyse pour lui tout seul. Je vais essayer de la faire courte. On est déjà à 1 heure d'émission et j'adore les longues émissions comme ça, bien profondes. Mais à un moment donné, il faut s'arrêter. On va y aller par étapes. Note déjà que, bien évidemment, c'est le futur. C'est le genre de choses qu'il va falloir que tu apprennes à faire. Te positionner en repreneur. Mais note aussi qu'on a 2 offres. Une première offre qui est très claire. Et cette offre, elle est « je reprends en l'état ». Je reprends tel quel. Je n'amène rien finalement, à part le fait que je sois nantais, ma connaissance du secteur et finalement la garantie que je garde les salariés et que je fonctionne. Mais note aussi qu'on a quelque chose qui a été glissé un petit peu vers la fin, un sous-entendu qui paraîtrait ou apparemment ce restaurateur-là ne semble pas gagner énormément d'argent. Et de l'autre côté, on a un repreneur qui lui propose 40 000 de plus, ne garde absolument pas les salariés, ce qui, et je te le dis dans ta tête de bons petits Français comme moi d'ailleurs, on a tendance à se dire « Ah ouais, mais du coup, il va pas vouloir jouer le jeu de payer les charges, donc du coup, c'est pas lui qui va être retenu. » Mais regarde la mécanique qu'il y a derrière, il paye cash et surtout, il a déjà 15 établissements en France. Il joue au niveau national, le mec. Et là, à l'inverse, on n'a pas besoin d'étudier son dossier. On sait que la proposition, telle qu'elle est présentée, elle atteste que le mec gagne de l'argent. Le mec, excuse-moi, c'est péjoratif. La société, en plus, ça peut être vu de façon vulgaire. Je te présente mes excuses. Je me suis laissé emballer par mes émotions. Là où j'attire ton attention, et c'est vraiment très important, c'est que tu vois, il y a une énorme différence entre quelqu'un qui a un concept et qui ne fera aucune concession dans son offre, quitte à, sur le coup, déstabiliser, voire même vexer certaines personnes. Je trouve, mais alors juste excellentissime quand la propriétaire se lève et dit « Je suis la propriétaire, j'interviens ». Et remarque une chose, les gens l'ont écouté. Déjà parce que premièrement, ce sont ses murs, elle a son mot à dire. Même si je veux aussi que tu notes qu'au final, elle n'aura pas le choix de son locataire. Donc, je veux que tu vois aussi que l'immobilier, ce n'est pas ce que tu crois. Il y a beaucoup de gens qui voient les propriétaires comme, oui, les méchants propriétaires qui prennent de l'argent, etc. Mais il y a des configurations comme celle-ci où le propriétaire n'a pas son mot à dire en fait. Le propriétaire, et là du coup la propriétaire, elle a clairement manifesté son animosité envers le groupe de bar à bière. Elle a clairement dit, alors ça m'a fait mourir de rire, vous êtes d'où? Vous êtes parisien? Alors déjà, ça, va chercher à comprendre quoi. C'est quoi cette remarque quoi? Parce que le mec gagne bien sa vie, réussit bien la vie, il est forcément parisien. Ça s'appelle un préjugé. Si tu en as, s'il te plaît, désabonne-toi. J'ai horreur de ça. Et deuxièmement, ça n'a pas de sens. On voyait vraiment qu'elle en très grande chauviniste, je ne sais pas comment il faut dire. Bref, elle a fait sa chauvine. Elle voulait un Nantais dans son restaurant. Bon, déjà, ce n'est pas elle qui décide, surtout dans ce cadre-là, parce que juridiquement, au niveau des commerces, c'est très différent du logement. Et du coup, tu peux effectivement, moi ça m'est déjà arrivé, j'ai des commerces. Et je peux te dire que, par exemple, j'ai vu dans mes commerces, moi j'ai une commerçante qui a vendu son fonds à une autre commerçante. Je n'ai pas eu mon mot à dire. J'étais assis dans la pièce, j'ai vu l'argent circuler et je me suis retrouvé avec une nouvelle locataire. Voilà, c'est comme ça. Mais ce n'est pas le propos. Là où je t'emmène, c'est juste que je trouve très intéressant de voir que l'immobilier est à la base de tout, mais que dans certaines situations, tu es juste la personne qui touche les loyers. Et dis-toi une chose quand même, je veux que tu l'entendes. Dans l'immobilier, il y a des moments où c'est clairement pas toi le gagnant. Là, le gagnant de l'histoire, c'est pas le propriétaire, c'est pas l'exploitant, c'est la personne qui va réussir à reprendre ses murs dans ces conditions parce que la personne va récupérer va récupérer une exploitation, pardonne-moi. Donc, la personne va récupérer une exploitation dans des circonstances exceptionnelles à son avantage.
Et donc, le grand gagnant de l'histoire, c'est l'acheteur ici, l'exploitant. Et ça, il y a beaucoup de gens qui ne le comprennent pas. Mais c'est encore un autre problème. Je ne suis pas là pour parler de ça. Autre point d'analyse que je veux t'amener et qui est intéressant, c'est de dire que les juges sous-entendent devant les caméras, oui, les jeux ne sont pas faits, c'est nous qui décidons à la fin. Mais en fait, là encore, c'est pas vrai. On est dans un système à tripartie. On a les juges qui tranchent, on a l'administrateur judiciaire qui propose et des solutions, mais on a, comme je te l'ai expliqué en préambule, le mandataire judiciaire qui s'assure que ses créanciers soient payés. Donc, tu commences à comprendre le processus dans lequel on se trouve. Et tu es en train de te dire, Nicolas, je crois que j'ai compris où tu voulais en venir, mais tu m'as parlé depuis 4 épisodes de ce truc, de me placer dans les ventes aux enchères, ou dans les ventes aux enchères, dans les adjudications, dans tout ce système de faillite, mais moi, je n'ai pas d'argent, je ne peux pas payer cash. Mais je te rassure en fait. Pourquoi je t'ai parlé de tout ça? On arrive à la fin et je pense que, comme je fais que te le dire depuis le début, qu'on va être confronté à une grosse vague de vente de fonds, d'exploitation, de commerce, il va y avoir une grosse vente de tout ça qui va arriver. Mais cette grosse vente, elle va avoir quoi comme conséquence? Essaye de réfléchir une seconde. Qu'est-ce qui va se passer quand tout le monde se retrouve à vendre au même moment la même chose? Qu'est-ce qui se passe généralement? Les prix vont baisser. Ce qui veut dire que là, on parle d'une opportunité historique, non seulement pour ceux qui ont de l'argent, effectivement, de racheter à des emplacements exceptionnels, à des prix complètement brisés, des biens auxquels ils n'auraient jamais eu accès. Et quand je dis des biens, je parle autant d'exploitation que de biens immobiliers, mais surtout de manière collatérale, de manière élargie, comme l'onde de choc va se propager, si les gros prix vont vraiment drastiquement baisser, les petits prix vont être au ras des pâquerettes. Et tu peux, je pense, mon ami, faire une énorme razzia sur certains petits business qui sont boudés, méconnus, pas regardés ou qui vont péricliter pour des mauvaises raisons. D'où, de ta position dans les fins fonds de nos campagnes, tu vas pouvoir apprécier avec un esprit d'analyse fin, bien évidemment, la qualité et te positionner pour un tarif ridicule. Je vais te raconter avant la fin de cette émission, donc maintenant, une petite histoire très drôle dans ma région. Dans ma région, il y a une tour qui n'a jamais trouvé preneur. Cette tour est à vendre à 1 € symbolique. Ces histoires de vente à 1 €, tu en as déjà entendu parler. Tu as déjà entendu parler de toutes ces histoires qu'ont connues nos parents, voire nos grands-parents, de l'achat à 1 € symbolique. Et cette tour, bon, c'est une arnaque parce qu'en fait, il faut la désamianter, elle est énorme. Et voilà, on ne va pas parler de cette tour, mais on va parler de cet achat à 1 €. Et bien moi, je crois, et je le dis publiquement, je pense qu'il va y avoir une série de choses à acheter à 1 €. Alors lesquelles, je ne peux pas les savoir. Dans quelles circonstances, je ne les connais pas. Je ne prédis pas l'avenir. Je peux me tromper. Mais je pense qu'il va y avoir une vague de vente d'exploitation, de fonds de commerce, d'activités à des tarifs anormaux. À des tarifs qui, pour des personnes qui veulent se développer, ils n'auront pas une seule seconde pour réfléchir. Il faudra dire oui tout de suite tellement l'opportunité sera intéressante. Et je veux vraiment que tu gardes en tête, repasse-toi ce dernier passage, repasse-toi cette plaidoirie que tu viens de voir parce que je pense que dans mon audimat, toi qui m'écoutes, fidèle auditeur, je pense qu'il y en a certains d'entre vous qui vont vivre cette situation. Les restaurateurs, c'est une certitude, mais pas que, parce qu'aujourd'hui, je pense que ça va s'étendre et que malheureusement, on va le connaître sur plusieurs types de business et je suis convaincu, encore une fois, qu'il va y avoir des opportunités comme celle-là. On continue et je pense que tu as compris le message. L'entreprise de tôlerie nantaise de Mohamed Bakhti a presque bouclé son redressement judiciaire. Aujourd'hui, le patron, son directeur financier et les représentants du personnel ont rendez-vous avec les juges. Maître Manière doit leur faire un point sur la situation de l'entreprise. Les principales mesures de restructuration ont été menées et sont aujourd'hui terminées. Il s'agissait de restaurer la rentabilité. Cette rentabilité était atteinte par un certain nombre de facteurs. La mandataire judiciaire représente les créanciers de la tôlerie, les banques, les fournisseurs, les organismes sociaux. En tout, près de 5 millions € de dettes. Sans son accord,
Impossible pour les juges de valider le plan de redressement. Tout le monde semble d'accord. Les dirigeants de l'entreprise voient le bout du tunnel. Rendez-vous est pris le mois prochain pour valider officiellement la fin du redressement judiciaire. Il y a eu malheureusement un plan de licenciement, mais qui n'était pas trop important. A priori, ça va redémarrer dans de bonnes conditions. Il y a un carnet de commandes qui est là, qui est important. Et l'opération paraît saine, quoi. Donc, c'est pour nous une bonne nouvelle. Hein. C'est toujours bien d'avoir des dossiers qu'on peut sortir par le haut. Hein. Comme c'est pas toujours le cas. Depuis 2008 et la crise, les faillites d'entreprises n'ont cessé d'augmenter. Mais à Nantes, comme dans tout le reste de la France, la courbe commence tout juste à s'inverser. Je suis mort de rire avec la fin, parce que bon, on était en 2016 et 2020, le Covid est passé par là. Alors 2019 a été une année exceptionnelle, hein, je le rappelle et je le rappellerai jamais, on a connu une année exceptionnelle en 2019 et c'est génial. Ça n'aura pas duré longtemps, c'est comme ça. J'étais passé ce dernier passage où j'ai coupé les échanges entre les différents membres du personnel, et là tu avais le mandataire judiciaire et l'administrateur judiciaire qui discutaient ensemble autour d'une table pour finaliser les accords et donc entériner le redressement. Je voulais que tu entendes sur la fin de cette émission une touche d'espoir parce que bien évidemment, dans tout ce processus qu'on aura vu sur cette quadrilogie, toutes les informations que je t'aurai données, eh bien, il faut que tu saches quand même que des entreprises traversent le baptême du feu et en sortent grandies et c'est tant mieux. Et de la même façon, je te le dis ouvertement, bien évidemment qu'il va y avoir des sociétés qui vont sortir de cette crise du Covid grandies, plus riches. Il faut comprendre que dans toutes les crises, d'abord, moi, comme je te l'ai dit, le mot crise, il est galvaudé, il n'a plus de sens à mes yeux. Je pense qu'aujourd'hui, dans toutes les situations difficiles, on a toujours du positif et du négatif à en tirer. Quand on en tire du positif et qu'on s'en sort, généralement, c'est tant mieux. Quand il y a comme ça une catastrophe économique et qu'il y a une énorme réduction de la concurrence, parce que c'est ça qui se passe, eh bien, le gâteau devient plus gros. Ce que j'essaye de te dire, c'est que c'est aussi une réalité. Tous ceux qui vont avoir de l'argent en plein cœur de ce cataclysme économique, ils vont encore plus se gaver. Pourquoi ? Parce que ce sont les acteurs restants qui captent la valeur des acteurs sortants. Je vais te le dire autrement, mais en gros, ceux qui meurent libèrent de la valeur qui est recaptée par ceux qui restent. Et c'est vraiment important de le comprendre parce que y a peut-être moins de clients, mais les clients qui sont là payent plus. Parce que les clients qui restent, donc les clients qui ont de l'argent, ont donc plus d'argent. Et ça, il y a très peu de gens qui le comprennent. C'est pour ça que aussi on redoute une inflation et qu'il y a des personnes qui arrivent à gagner de l'argent pendant les inflations parce qu'en période d'inflation, tu as des gens qui arrivent à suivre l'inflation en termes de croissance. Essaye d'imaginer, par exemple, je vais te prendre un exemple tout bête. En 2008, il y a Landman & Brothers qui ferme ses portes. Cette société, elle avait des clients et ces clients, ils sont bien allés quelque part. Et cette énorme société qui générait autant d'argent, elle a vu son chiffre redispatché sur les acteurs restants. Donc, il faut bien comprendre qu'un acheteur est un acheteur. De toute façon, la fidélité en termes d'achat aujourd'hui, elle a quasiment disparu. Il y a encore des marques qui arrivent à avoir de la fidélité, mais bon, c'est relativement rare, mais ça existe encore, heureusement. Et toi, ton rôle dans tout ça, c'est bien évidemment de te positionner, de comprendre les enjeux, de comprendre ce qui se passe. J'espère que cette quadrilogie t'aura permis de comprendre, parce que c'est quand même l'objectif derrière tout ça, c'est au moins de comprendre les enjeux, le fonctionnement du système de la faillite et comment toi tu peux y prendre part. Et ensuite, une fois que tu as compris, j'ai envie de te dire, la balle est dans ton camp. Je ne te reprocherai rien si tu n'as rien fait, mais je trouve ça dommage. Je veux que tu saches, et je vais quand même le dire publiquement, personnellement, je me positionne actuellement sur le rachat de sociétés. Je suis en train de racheter des sociétés. Donc, je suis en train de valider, c'est pas fait, je touche du bois, mais c'est bien engagé. Je suis en train de valider une première opération que j'aurai moi-même redécoupée. Donc, c'est une société que j'ai fait racheter j'ai trouvé un acheteur qui était d'accord pour acheter une partie différente de la partie que je voulais acheter. Donc, le plan de ce que j'ai mis en place n'est pas encore complètement, c'est pas encore complètement fait parce qu'il n'y a que la moitié des papiers qui sont signés, il reste toute l'autre moitié. Donc, je ne veux pas vendre la peau de l'ours avant de l'avoir tué. Rien n'est fait pour l'instant. Je veux juste te montrer que ce que je te préconise, que ce que je te conseille, je l'applique à moi-même. Donc, il y a une première société sur laquelle on est, que j'espère qu'il va arriver à son terme et que j'espère que ça va bien se passer. Mais potentiellement, au stade où je te parle, je peux encore tout perdre. Donc, je ne devrais peut-être pas en parler, mais je vais le faire pour que tu vois que je fais ce que je te dis. Et deuxièmement, je suis sur une deuxième opération en parallèle
où là, c'est pareil, je suis convaincu que c'est la situation actuelle qui me permet d'accéder à ce type d'opération, donc la crise du Covid. J'en suis convaincu. Il n'y aurait pas le Covid, je ne pourrais pas me positionner sur ce type de business. Est-ce que je vais y arriver? Là, c'est pareil. Au moment où j'enregistre l'émission, c'est beaucoup trop tôt. Mais j'en reparlerai. À un moment donné, je raconterai cette histoire. Moi, aujourd'hui, alors dans tous les cas, je ne suis pas dans l'achat de société qui est en faillite, mais je vais commencer aussi à me mettre en place à ce niveau-là sur le marché des faillites. Alors, je ne peux pas encore te dire trop comment parce que je n'ai pas encore élaboré de plan par contre à ce niveau-là, mais ça va se faire. On a commencé à allouer des fonds à ça, on fait les choses par étapes, on a d'autres choses à faire, mais c'est un projet qui va se mettre en place d'ici la fin de l'année. On va dire que pour la rentrée de septembre, je serai dans les starting blocks. Il faut savoir que pour ces marchés-là, et je voudrais quand même finir avec ça, je te conseille de t'entourer donc d'un avocat. C'est le minimum à avoir autour de toi. Il te faut avoir absolument un avocat et une structure adaptée. Donc une structure, ça veut dire que tu ne vas pas faire ça n'importe comment. Donc moi, je vais te donner ma stratégie de départ. Ça va être un premier achat à mon avis en nom propre. Déjà ce n'est pas le meilleur des conseils, ce que je suis en train de donner. S'il y a des gens qui vont m'écouter, qui vont s'arracher les cheveux, mais je comprends. Je vais pour faire une première opération pour voir si ça me plaît et si ça fonctionne bien. C'est ce que j'ai en tête. Et ensuite, peut-être embrayer. Alors tout ça, c'est ce que je te dis, c'est du conditionnel. Il faut que tu comprennes qu'avant cette étape-là, j'ai plein d'autres projets. Pourtant, j'ai déjà alloué des fonds à ça. Ça veut dire que financièrement, je me prépare déjà. Mais aussi, je vais être très franc avec toi, peut-être qu'en septembre, je ne serai pas en position d'achat et que j'annulerai les démarches et puis que je les reporterai en décembre. Moi, mon but aujourd'hui, c'est de faire les choses par étapes, de les commencer, de les finir. J'ai beaucoup de choses sur le feu. Il va falloir valider étape après étape et ne pas chercher à courir avant de savoir marcher. Dans tous les cas, ce que je veux que tu retiennes, donc entoure-toi. Je veux que tu retiennes qu'il y a un marché énorme qui va arriver devant toi et que tu viens de voir le futur et que tu dois absolument réfléchir à ce qui va se passer. Et enfin, je voudrais finir sur cet élément-là qui va, à mon avis, bien résumer la situation. C'est la santé de l'entrepreneuriat d'un pays qui donne aussi la santé économique de ce pays. Merci, Maître Juliette Jourdan. J'ai adoré votre remarque. Si donc tu veux être en bonne santé, entreprends. Et entreprendre dans une période difficile, je vais finir cette émission en te révélant ce secret, qui est pas du tout un secret en fait, que tout le monde connaît, mais je vais quand même te le dire. En fait, le meilleur moment pour entreprendre, c'est quand tout va mal. Je vais t'expliquer pourquoi. Parce que quand tout va mal, quand tout va très mal, ça peut aller que mieux en fait. Oui, c'est fini. Je m'explique. Si tu commences à créer une boîte dans une économie défaillante, ta marge de progression, elle est forcément énorme en fait. Et ça, c'est complètement contre-intuitif, mais c'est le meilleur conseil de toute cette quadrilogie en fait. Si tu te lances dans la pire situation économique qui soit, tes résultats à long terme seront toujours en croissance. C'est tout. Donc je te remercie d'avoir écouté cette émission. Si tu veux en savoir plus sur moi, tu vas sur mon site immobiliercompagnie.com et tu télécharges mon livre Devenir riche sans argent, ou alors tu l'achètes et tu le reçois dans ta boîte aux lettres. Sinon, si tu veux directement travailler avec moi, tu vas toujours sur immobiliercompagnie.com dans l'onglet formation. Il y a une formation, ça s'appelle 1 million. Tu cliques, on travaille ensemble et je t'aide à avoir 1 million d'euros de patrimoine immobilier. Attention, ce n'est pas un virement sur un compte bancaire avec des crédits en travaillant et en y donnant de ta personne. Juste pour info, il doit y avoir 250 heures de formation dans cette formation. Il y a 250 heures de vidéos dans ce programme. Donc voilà, c'est pas le truc que tu vas te faire en 5 minutes dans un week-end, quoi. Il y a du travail derrière, mais il y a aussi du résultat à la clé. Je te remercie de ton attention. Je suis très heureux d'avoir fait cette quadrilogie et je te dis à très bientôt dans une prochaine émission. Salut!